Lionel Rangard, qui a bien voulu donc répondre positivement à notre demande d'intervention et qui va nous faire découvrir sa thématique de recherche principale qui est la microbiologie des sols. Quelques mots sur Lionel. Lionel est directeur de recherche en écologie microbienne et agroécologie à l'INRA de Dijon. Et pourquoi finalement solliciter Lionel plutôt qu'un autre chercheur aujourd'hui? Alors je dirais que c'est pas seulement parce qu'il est indispensable de mieux connaître et évaluer la vie de son sol en agriculture de conservation. Ce n'est pas non plus que parce que nous avons travaillé ensemble dans un projet de recherche récent et que du coup les pays de la Nôtre ne te sont pas inconnus. Ce n'est pas non plus parce que tu es devenu une star grâce à ton passage dans La Tête au carré sur France Inter, même si je vous conseille de le revoir en replay. Et il y en aura un autre. Le 22 janvier, vous pouvez être à l'écoute de France Inter. Mais c'est surtout, et je trouve que c'est suffisamment rare pour le signaler, qu'en tant que chercheur, tu as une grande qualité, c'est de ne pas croire que toi seul détiens tout le savoir, mais tu as vraiment à cœur, je pense, je peux l'attester, de faire en sorte que tes recherches servent aux usagers des sols, et en l'occurrence aux agriculteurs. C'est pourquoi tu défends depuis plusieurs années des projets qui sont participatifs, où l'ensemble des acteurs, dont les chercheurs sont présents, mais pas que, avec toujours comme objectif premier que les travaux de recherche, aussi spécifiques soient-ils, ne restent pas dans leur monde, mais soient disponibles et accessibles au plus grand nombre. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation, et je te laisse donc du coup la parole pour nous parler du monde des micro-organismes qui donc seraient au service des productions agricoles. Merci Virginie. Pourtant j'ai souvent tendance à toucher le micro. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Bon, je ne suis pas d'ici, je suis venu de Dijon ce matin, ça fait une petite trotte, mais je suis content d'être avec vous. Je m'excuse tout d'abord de la qualité des polices. Ça, c'est un problème de compatibilité Mac PC. Voilà. Elles étaient un peu plus grosses, je vous rassure. Le but c'était pas de vous attirer vers le devant de la scène pour commencer à lire, mais voilà, c'est un peu plus gros, donc bon, il y aura des diapos qui seront peut-être un peu plus lisibles, et d'autres un peu moins. Comme l'a dit Virginie, donc, je travaille en microbiologie des sols, même en écologie microbienne, donc je ne suis absolument pas agronome, encore moins agriculteur. J'ai une formation d'écologie universitaire et j'ai été embauché il y a maintenant 17 ans à l'INRA pour notamment développer des thématiques qui sont assez prégnantes aujourd'hui, qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire combiner écologie et agronomie pour essayer peut-être, quand c'est le cas, d'améliorer les itinéraires techniques et les systèmes de production agricole. Et donc aujourd'hui, après tout ce qu'a dit Virginie, j'ai un sacré challenge, je ne sais pas de vous décevoir par rapport à ma présentation et de vous montrer qu'on peut faire des choses très techniques dans la recherche, mais qu'elles ont des applications très opérationnelles et même directement avec les agriculteurs. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, notamment grâce aussi avec la Chambre d'agriculture du Pays de Loire et de Maine-et-Loire, on travaille directement avec des groupes d'agriculteurs. Il y en a peut-être déjà dans la salle qui ont fait bénéficier de ce travail via des projets de sciences participatives. Si je ne parle pas trop, vous voyez que c'est mal parti, j'aurai peut-être le temps de vous présenter ça à la fin, ces projets de sciences participatives. Voilà, donc le but de ma présentation, ça va être de vous montrer un petit peu les dernières nouvelles de la recherche, et sur la biologie des sols, et notamment sur la microbiologie des sols. On a quand même pas mal avancé ces dernières années, grâce à des développements méthodologiques et aussi à des jeux d'échantillonnage des sols, et on sait maintenant un petit peu ce qu'est la qualité biologique d'un sol, et même la qualité microbiologique, et même ces organismes très petits, microscopiques, qui sont très nombreux, très diversifiés. Maintenant, on commence à bien savoir les caractériser et on fait même des indicateurs que vous trouverez bientôt dans tous les bons laboratoires de prestations analytiques de sol d'ici 1 ou 2 ans et que vous pourrez utiliser même en routine, un peu comme les analyses de sol physico-chimiques un peu plus classiques. Alors, je vais commencer de façon très globale pour vous remettre le sujet sur les sols, même si tout le monde parle de sol, souvent c'est quand même quelque chose qu'on prend un peu en considération, même si en fait il est un peu revisité en ce moment. Le sol est en plein de services. Le premier service, vous êtes les témoins aujourd'hui, c'est la croissance des végétaux, c'est le support de la croissance des végétaux, de la production végétale, qu'elle soit alimentaire ou de biomasse. On dit qu'à peu près 90 à 95% de nos aliments sont produits de façon directe ou indirecte par le sol. Donc voilà, au niveau de la production agricole, c'est la matrice de support. C'est aussi une réserve de matériaux, précieux ou moins. Régulation de l'atmosphère, le sol. Voilà, on parle beaucoup de changement climatique, de changements globaux, et on sait que le sol est peut-être un
un puits de carbone, un puits voilà, de stockage de carbone, notamment par rapport à des pratiques agricoles. Alors, j'en parle pas beaucoup dans mon topo, mais il y a des choses qui sont assez logiques, on pourra en discuter, il y a des questions. Et il y a même toute une initiative qu'on appelle le 4 pour 1000, qui aurait pour objectif justement de faire stocker du carbone par les sols, et notamment par les sols agricoles, alors par la végétation bien sûr, mais aussi par le sol, c'est-à-dire d'augmenter le taux de matière organique du sol. Il est très important dans l'épuration de l'eau. Le sol est un énorme filtre chimique, physique et biologique. Et tous les produits qu'on met dessus, la plupart sont dégradés, et heureusement. Que ce soit des produits, on va dire, type métallique, où ils sont transformés, et puis quand on met des pesticides de synthèse, la plus grosse partie, même si on a des petits problèmes avec certains qui s'accumulent, la plus grosse partie est quand même dégradée, et notamment par les micro-organismes du sol. Et puis, régulation du cycle de l'eau, ça c'est aussi quelque chose de très actuel. Quand on parle des inondations, des tassements des sols, avec les problèmes que l'on a au sud de la France, avec des précipitations assez importantes, avec des aléas climatiques, et là, le sol est là aussi pour réguler l'eau, voilà, pour le phénomène d'infiltration et d'estivage, qui permettent d'éviter dans certains cas des inondations ou non, si le sol n'est pas de bonne qualité. Et puis, ce qui va nous occuper la plus grande partie de mon intervention, c'est que le sol, c'est un habitat, et c'est un habitat de ressources génétiques. Alors, on parle souvent de ressources génétiques parce qu'il y a moins d'organismes vivants, parce que les organismes sont des gènes, et ces gènes portent des fonctions, et c'est ces fonctions qui ont un intérêt dans le cycle de l'azote, dans le cycle du carbone, dans la structure du sol, etc. On a essayé d'estimer, alors pas nous, les économistes à l'échelle mondiale, le prix de ces services. Quand on parle de services, c'est un roman anthropocentré, c'est pour les sociétés humaines. Et on estime que les services rendus par le sol, c'est à peu près 5 à 10 milliards de dollars par an. Donc il y a quand même une belle économie autour de ça. C'est à l'échelle planétaire, c'est une estimation assez grossière. Mais en tout cas, c'est quand même une somme très importante. Et donc, d'un point de vue économique, le sol est quelque chose d'important, vous en êtes persuadé, c'est aussi au support de production. Mais à l'échelle de la planète et pour tous ces services, voilà, c'est aussi quelque chose qui peut coûter cher à tout le monde, à nos sociétés, si on commence vraiment à le détruire ou à l'altérer. Alors, on est dans un contexte agricole, je vais quand même revenir un petit peu à l'objectif de la journée, on est dans un contexte agricole qui est, le but, c'est de produire, on va dire, autant, voire un peu plus, mais surtout mieux. Et c'est vrai qu'historiquement, que ce soit dans le monde agricole, mais aussi dans le monde de la recherche, le sol était quand même relativement peu pris en considération, c'était vraiment un support. Alors je suis un peu caricatural, mais c'était pas si loin de la vérité il y a une vingtaine d'années. C'était un simple support de production relativement inerte dans lequel on mettait de l'engrais, des phytos, une plante, et puis ça marchait pas trop. Et puis il se trouve que ça marche de moins en moins, puis il se trouve que ce genre de modèle de production pose de plus en plus de problèmes environnementaux, mais aussi de santé. Et donc on a revisité un peu notre façon de voir le sol, et maintenant on le considère non plus comme un support inerte, mais comme un sol vivant, comme un support vivant. Voilà, qui a un énorme patrimoine biologique et qui peut rendre des services, notamment pour les sociétés humaines et pour les productions agricoles. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où on considère ce côté patrimoine biologique, alors les flèches sont décalées aussi, ça c'est nouveau, bon c'est pas grave, qu'on a développé le concept d'agroécologie, c'est-à-dire d'amener de l'écologie dans l'agronomie et dans l'agriculture, et non plus utiliser le sol de façon inerte, mais il y a un patrimoine génétique dedans qu'il faut protéger. Alors on n'est pas là pour le sanctuariser, mais on est là pour l'utiliser, c'est-à-dire le protéger, pour le faire exprimer ses fonctions, fonctions de fertilité, fonctions de stabilité structurale, fonctions de lutte contre les pathogènes, fonctions de lutte contre l'érosion, de dépollution, etc., etc. Alors voilà un petit peu un kaléidoscope de tous les organismes qu'on peut avoir au niveau du sol. Alors ils ne sont pas tous là, mais vous avez les principaux. Vous voyez qu'on a une grande diversité de formes, on a une grande diversité de tailles, on a les plus petits qui sont les bactéries, il y en a encore des un peu plus petits qui sont les virus. Mais ceux-là, on les connaît très mal, ça veut dire qu'ils n'existent pas, au contraire, ils sont très abondants, mais je ne les mets pas parce qu'on les connaît très mal. Donc les bactéries, les champignons, on est sur les micro-organismes, donc des organismes de l'échelle du micron. Et puis après, on va passer sur de la faune avec la microfaune, les nématodes, généralement on les connaît parce que certains sont pathogènes, protozoaires, les colamboles, mésophones, et puis macrofaune, on a la star des stars, le ver de terre que tout le monde connaît, qu'on voit, et en plus il a un rôle relativement bénéfique qui est d'améliorer la porosité du sol, de redistribuer la matière organique dans le sol, et donc ça devient aussi un indicateur très important. Alors c'est souvent le plus important dans le monde agricole, parce que historiquement c'est celui qu'on voit le mieux, mais vous verrez que les micro-organismes des fois sont beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants en termes de fonctions apportées. Donc on a une grande diversité de formes, on a une grande diversité de taille, et derrière, on a ce que je vous disais tout à l'heure, on a une grande diversité de ressources génétiques, c'est-à-dire que tous ces organismes portent des gènes qui eux-mêmes vont exprimer des fonctions, et c'est ces fonctions qui sont intéressants, la fertilité, la reproduction, la stabilité structurelle, etc. Et ce sol, il est très diversifié, et quand je dis très diversifié, c'est qu'on estime qu'aujourd'hui 30% de la diversité de notre planète se trouve dans le sol. Et je ne mets pas la plante, et je ne mets pas les organismes mammifères fouisseurs, je laisse que
la macrofaune, mésofaune, le microfaune et les micro-organismes. Donc ça représente 30% de la diversité de notre planète, et pourtant cette diversité, on a du mal à la voir, on a du mal à y accéder, à part certains organismes comme les vers de terre, et puis quand on parle de bactéries et de champignons, c'est encore plus compliqué. Mais c'est 30% de notre diversité. Et donc c'est pas une diversité qui est hyper emblématique, c'est une diversité qu'on pourrait dire même commune, mais qui, par contre, elle est très fonctionnelle, et donc elle va être très intéressante, notamment dans le cadre de l'agroécologie. Alors là, je vais aller un peu plus sur mon domaine de compétences, qui est de vous parler des bactéries et des champignons, donc de ces micro-organismes. Alors là, je vais vous donner quelques chiffres, parce qu'ils sont assez intéressants. Dans un gramme de sol, on a 1 milliard de bactéries. Voilà. On a 1 milliard d'individus bactériens dans un gramme de sol, et dans ce milliard d'individus, on a 1 million d'espèces différentes. C'est-à-dire qu'on a 1 million de génomes bactériens qui sont différents. C'est normal, ils sont petits, ils évoluent vite, c'est des génomes très simples, mais quand même, ça veut dire qu'on a un réservoir génétique et de fonctions qui est très important. Sur les champignons, c'est un peu plus gros, donc on en est un peu moins. On a quelques millions de champignons dans ce gramme de sol, plusieurs mètres de mycélium, parce que les champignons sont sous forme de filaments microscopiques qu'on appelle des mycéliums, et on a des milliers d'espèces. C'est quand même pas mal. Donc on a une énorme diversité, une énorme abondance, rien que dans un gramme de sol. Et puis, ils ont une caractéristique aussi, ces micro-organismes. Si, c'est bon. Non, c'était pas la vidéo, c'est après. Parce qu'on a des petits problèmes techniques, mais bon, alors, ils sont de petite taille, ça je vous l'ai déjà dit. Ils ont un temps de génération très court. C'est-à-dire que les bactéries, dans le sol, certaines, pas toutes, elles vont pouvoir se multiplier en 30 minutes, 45 minutes, elles vont se diviser. Et elles se divisent très rapidement. Et au cours de ces modifications, en fait, elles vont faire des mutations sur leur génome. Et ces mutations, soit elles sont létales, c'est-à-dire elles meurent, elles ne sont pas viables, soit il y en a quelques-unes qui sont viables, et ça leur permet d'évoluer très rapidement, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, à des modifications d'environnement et de sélectionner des nouvelles populations qui vont être adaptées à ces nouveaux environnements. Par exemple, dans un environnement, quand on met des produits polluants, elles vont s'adapter très rapidement à être capables de dégrader, si c'est un polluant de synthèse organique, ce polluant pour en tirer du carbone et de l'énergie. Et donc, ce temps de génération court, la plasticité du génome vont faire qu'elles vont répondre très rapidement aux modifications. Quand on change des pratiques agricoles, souvent on voit les communautés microbiennes qui bougent en quelques semaines. Alors, des fois elles sont résilientes, et des fois en quelques semaines on commence à avoir des modifications d'un changement de pratique agricole, d'un changement de couvert, d'un changement de système de production. Donc elles sont intéressantes, les bactéries et champignons à ce niveau-là, c'est que ce sont des indicateurs précoces. Et puis, ces bactéries et ces champignons, ils sont impliqués dans de grandes fonctions. La structure du sol, ils minéralisent la matière organique. Si on doit retenir qu'une chose, c'est ça, si vous mettez des amendements organiques, de la matière organique au sol, des résidus végétaux, c'est pas les lombriques qui vont les manger, c'est les bactéries et les champignons qui vont les minéraliser et qui vont les transformer en matière minérale pour la plante. S'il n'y a pas les bactéries et les champignons, votre matière organique, elle ne se minéralise pas. Les champignons le font un petit peu parce qu'ils ont une flore intestinale, justement, comme vous minéralisez aussi, et vous assimilez. Et c'est grâce aux bactéries et aux champignons qu'on est capable de faire de la fertilité biologique, ce qu'on appelle vraiment la fertilité biologique, en mettant de la matière organique. Voilà. Ils vont être capables aussi dépolluer le sol. Toute source de carbone est bonne à manger pour une bactérie et un champignon dans le sol. Le sol est un environnement pauvre. Tous les sols sont pauvres, c'est quelques pourcents de carbone, c'est très peu. Et donc dès qu'il y a une nouvelle molécule organique qui arrive, et ben les bactéries et les champignons s'adaptent pour la dégrader et pour en faire une source de carbone et d'énergie. Alors des fois ça ne marche pas toujours, des fois ils ne vont pas jusqu'au bout, ça fait des sous-produits un peu toxiques, mais en tout cas ils sont dans une capacité à dépolluer l'environnement. Des fois ça prend un peu plus de temps que ce qu'on voudrait par rapport à des systèmes qui sont fortement pollués. Et puis quelque chose que je n'apporterai pas beaucoup parce que c'est tout un pan de science à part entière, c'est que dans ces bactéries et ces champignons, on a des mauvaises bactéries, des mauvais champignons, des pathogènes, mais on a aussi leurs antagonistes. On a aussi, bien sûr, et beaucoup plus de bonnes bactéries et de bons champignons, dont certains sont capables, parce qu'historiquement ils le font, parce qu'ils cohabitent, ces pathogènes, c'est ce qu'on appelle le biocontrôle. Et on compte énormément dessus aujourd'hui, c'est d'aller trouver des organismes naturels qui sont capables de combattre des pathogènes, soit d'origine microbienne, soit d'origine insecte. Alors, pourquoi il y a tant de diversité et d'abondance dans le sol? Ça, vous le savez, hein, le sol, c'est une matrice hétérogène, très structurée. C'est la matrice la plus hétérogène. Elle est organisée de particules minérales et organiques. Et ces particules, elles vont être cohésives et former des agrégats, avec différentes tailles, différentes stabilités. On a des macro-agrégats qui sont assez grossiers, avec des débris racinaires, des débris végétaux, je le dis là-bas. On a donc des macro-agrégats à l'échelle du millimètre, à l'échelle du dixième de millimètre. Et puis après, on a des micro-agrégats aussi qui sont un peu plus petits à l'échelle de la dizaine de micromètres. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont des poupées russes, et ça, ce sont les habitats des micro-organismes. Les bactéries, elles vont être dans les macros et elles vont être dans les micros. Par contre, les champignons, qui sont un peu plus gros, ils vont être que dans les macro-agrégats. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une pratique qui vous intéresse beaucoup, j'en ai entendu beaucoup parler ce matin, qui est le travail du sol. Et justement, ce travail du sol,
il va plus facilement casser ces macroagrégats, puisqu'ils sont gros, relativement instables, que les microagrégats. Et donc, dans un processus de labour, de travail, même des fois un peu superficiel, on va casser les macrostructures, on va casser les habitats des champignons et de certaines bactéries. Et donc, on va altérer la flore microbienne, et notamment la flore de champignons à ce niveau-là. Alors que les bactéries, elles, certaines, et même la plupart, sont dans des microagrégats qui sont assez stables. Et eux, ils sont peu affectés par le travail du sol, parce qu'ils sont petits, stables, relativement cohésifs. Et les bactéries, des fois, résistent mieux, même des fois, sont un peu stimulées par le travail du sol. Donc voilà, la notion d'habitat, elle est très importante, parce qu'on met souvent, on dit qu'il faut nourrir le sol, c'est vrai, il faut nourrir le sol, il faut y mettre de la matière organique, des végétaux vivants dessus, avec des racines, mais aussi, il faut protéger l'habitat. Et l'habitat, c'est une maison, donc il y a le gîte, c'est l'habitat, et puis il y a le couvert, c'est le frigo. Le frigo, c'est la matière organique. Et le sol, l'habitat, ces macroagrégats, ces microagrégats, c'est le toit, c'est la maison. Et si on les détruit, notamment par un travail du sol, ça va être beaucoup plus rapide que des affamés ou des assoiffés. Voilà. Si on détruit votre maison, ça sera beaucoup plus efficace que si on vous empoisonne vos robinets par rapport à une dépression dynamique. Donc ça, c'est important de savoir, c'est que ces macrostructures, elles sont très importantes en termes de diversité biologique du sol. Bon, ça c'est des photos de microscopie de différents types d'agrégats, et puis alors les petits points de couleur sont des bactéries en microscopie photonique, là en microscopie électronique, par rapport à voilà, des choses un peu plus grosses, où on voit des bactéries, des ifs, des champignons, des végétaux. Je vais passer assez rapidement. Hop. Ça c'est d'autres photographies où on a des souches un peu plus isolées, vous voyez qu'il y a différentes formes de bactéries, on a ce qu'on appelle des coques, donc des ronds, des bâtonnets, donc des bacilles. Ici, vous avez un borysobium avec un poil, et puis d'autres types de bactéries voilà, qui peuvent être en colonie, etc. Donc on a pas mal de formes variées, mais en fait, la discrimination morphologique n'est pas très efficace pour faire des espèces, c'est surtout sur le gène qu'on travaille au niveau des bactéries. Voilà. Alors là, j'ai une vidéo. Voilà. Donc ça, c'est un petit film qu'on a fait. Vous avez ces grands filaments, ce sont des champignons, ça c'est en culture, ils sont vivants. Et les petits pois, ce sont des bactéries. Donc on peut voir que déjà, on a des bactéries qui sont un peu excitées, puis des bactéries qui sont un peu plus tranquilles, mélangées aux champignons. Ça, c'est des cultures qu'on a fait, qui sont des bactéries et des champignons isolés du sol. Donc ça vit, ça bouge, ça peut être hyperactif, comme celle-là, ou relativement tranquille. La vidéo ne dure pas très longtemps par rapport à... Donc voilà, ce sont des organismes vivants, des fois hyper vivants, et qui sont même des fois, dans certains cas, un petit peu excitatoires. Alors, je vais revenir un peu sur des concepts d'écologie, parce que si on parle d'agroécologie, il faut partir de ces concepts d'écologie. Là, je vous ai fait un petit peu un panel des habitants et des habitats qu'on peut avoir au niveau du sol. On part souvent d'une loi écologique qui est forte, notamment pour discuter avec les agriculteurs, c'est l'assurance écologique. Alors, c'est tous un peu... Voilà. L'assurance écologique, elle dit que la biodiversité dans un écosystème est synonyme de productivité et aussi de stabilité. Alors ça a été pas mal démontré pour les végétaux, c'est-à-dire qu'une forêt biodiversifiée, elle va être plus productive, ou même une prairie. Et en plus, elle est plus productive, c'est qu'elle aura plus de biomasse. Donc si on a plus d'espèces d'arbres, on aura plus de biomasse par rapport à des interactions, aussi à des complémentations entre les arbres. Et on a aussi plus de stabilité, c'est-à-dire que s'il y a une maladie ou s'il y a une perturbation naturelle ou moins naturelle, la forêt va mieux résister, elle va être plus stable par rapport à cette perturbation. Ça c'est important, parce que si on traduit ça en termes d'agroécologie, en fait, cette biodiversité par rapport à l'assurance écologique, c'est une synonyme de durabilité. Alors je mets de côté la production, parce que je ne vous vendrai jamais la biodiversité d'un sol avec une augmentation du nombre de quintaux. Par contre, la biodiversité sera vraiment synonyme de la durabilité de vos productions. C'est-à-dire que si vous avez un itinéraire technique qui préserve la qualité biologique de votre sol, vous êtes assuré de la durabilité de cette production. Et en plus, si vous ne produisez pas trop mal, eh bien, vous êtes assuré de la durabilité de cette production. Alors que si vous avez un sol qui est peu biodiversifié, vous pouvez avoir une bonne production, mais elle a peu de chances d'être durable dans le temps, parce que vous allez être obligé de compenser cette dépression biologique par des phytos, par de la chimie, par de la mécanique, pour avoir des services que pourrait vous rendre la biologie. Et le but justement, c'est de jouer sur ces fonctions et ces services, et non plus de jouer sur ce que l'on fait en termes de chimie ou de mécanique. Donc il y a vraiment une biodiversité, c'est une assurance à court et à moyen terme, en termes de durabilité pour les productions agricoles, tout comme pour les écosystèmes. Alors ça, c'est bien beau de le dire, parce que je vous ai dit que c'était démontré sur les forêts, sur les prairies. Toutefois, il faut le démontrer. Et jusqu'à récemment, ce n'était pas démontré qu'une perte de biodiversité, notamment microbienne d'un sol, engendrait des pertes de fonction, parce qu'on se disait, il y a tellement d'espèces, il y a tellement d'individus, si on en perd 20%, si on en perd 30%, il en reste encore énormément, c'est ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle. Et donc les fonctions seront toujours là, les services seront toujours rendus, et peu importe, on peut même baisser fortement la biologie, il y aura toujours des micro-organismes, c'est pas tout bien. Et ça, c'est même un concept qui circulait dans les domaines scientifiques, chez les écologues microbiens. Et à Dijon, on s'est dit, on va vraiment faire l'expérimentation. Alors
très cadré, hein, très artificiel au laboratoire. On a pris un sol et on a dilué sa diversité. Alors, je vous passe un petit peu les détails techniques, mais on est capable de prendre le même sol et d'éliminer des espèces de bactéries et de champignons et de diluer sa diversité. J'ai honte et donc on a la diversité élevée, c'est-à-dire le sol avec sa diversité initiale. On l'appelle élevée parce que c'est une diversité naturelle et qu'on a pris un sol qui n'était pas trop altéré à la base. Et puis on a fait une dilution de 30%, c'est-à-dire qu'on a perdu de 30% des espèces microbiennes, bactéries et champignons. Et puis, donc on a une diversité dite moyenne, et puis on a une diversité faible, on a éliminé 50% des espèces de champignons et de bactéries. Et là encore, si on élimine 50% d'un milliard de bactéries ou d'un million d'espèces, il reste encore 500 000 espèces, 500 millions de bactéries, c'est énorme, chez les champignons aussi c'est énorme. Et après, c'est ça qu'on ne les a pas regardés, on a testé les fonctions, les fameuses fonctions que vous avez mis auparavant, on les a testées en termes de... Alors, voilà. On a été... minéralisation, mais en fait mon diaporama est assez lourd parce qu'il y a pas mal de vidéos et c'est pour ça qu'il a du mal. Donc on a testé la minéralisation de la matière organique, on a testé la stabilité structurale du sol, on a testé directement la croissance végétale, on a mis des points dessus, et puis la colonisation des pathogènes. Et je vais vous montrer un petit peu ces différentes démonstrations. D'abord la minéralisation de la matière organique. Tout simplement, donc, sur ces sols, on a mis un peu de paille de blé, et puis on a regardé le dégagement de CO2. C'est des choses qu'on fait classiquement, c'est même des indicateurs des fois qu'on peut faire sur des sols agricoles, la minéralisation du carbone, avec le dégagement de CO2. Ce que l'on voit, c'est que la courbe bleue, c'est le sol avec la biodiversité la plus élevée. La courbe de couleur indéfinie, au milieu orange, c'est avec la diversité qui est réduite de 30%. Et puis celle-là, avec une diversité qui est réduite de 50%. Et là, vous avez la courbe cumulée de CO2. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a d'autant plus du CO2 dégagé, donc une minéralisation efficace de la matière organique, qu'on a une biodiversité qui est élevée. Bon, bon, je peux vous faire un capella, mais ça me fait. Voilà. Bon, ça c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un lien presque linéaire et direct entre une baisse de la biodiversité et une baisse de la minéralisation du carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des sols dont la biodiversité est altérée, elle est en dessous de 30 ou 50%, et bien on va avoir une baisse de la minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire que quand vous allez mettre des résidus végétaux, quand vous allez mettre des amendements organiques ou de la matière organique, quelle que soit son origine, vous allez avoir une mauvaise dégradation de cette matière organique, vous allez revoir ces résidus qui vont rester plus longtemps qu'ils ne devraient par rapport à la surface du sol. Et donc vous avez ce qu'on appelle une baisse de la fertilité biologique du sol, puisque vous ne pouvez plus faire exprimer cette fonction. Autre démonstration, cette fois par rapport aux pathogènes. Donc on a pris ces mêmes sols, hein, diversité élevée, diversité moyenne, diversité faible, et on a inoculé dedans un Listeria monocytogenes, c'est-à-dire un pathogène humain qui n'existe pas dans le sol. Et ce qu'on voit, c'est que là, vous avez le nombre de cellules qui ont été inoculées, et là, une échelle de temps. Ce qu'on voit, c'est que l'Listeria, quand vous le mettez à 10 exposant 7 cellules, c'est-à-dire 10 millions de cellules par gramme de sol, au bout de 5-7 jours, il disparaît. Voilà. Il ne s'implante pas parce qu'en fait, il n'y a pas de vides qui sont libres, il n'y a pas de niches qui sont libres, et il y a une compétition avec les bactéries indigènes, et même avec les champignons indigènes, et donc l'Listeria est éjectée. Elle ne peut pas s'adapter à ce sol, parce que le sol est bien biodiversité, il y a un effet, ce qu'on appelle un effet barrière, un peu comme une digestive. Si vous diminuez de 30%, et ben, au lieu de disparaître en 7 jours, il disparaît en 15 jours. Et si vous diminuez de 50%, au bout de 20 jours, vous avez toujours du Listeria. C'est-à-dire que le pathogène commence à s'implanter. On n'a pas poussé l'analyse un peu plus loin. Il commence à s'implanter. Et en fait, s'il reste 3 ou 4 fois ou 5 fois plus longtemps, il peut faire un foyer épidémiologique et faire une maladie. Il n'y a plus d'effet barrière. Donc une baisse de la biodiversité entraîne une baisse. Voilà, non, vous y arrivez. Il faut que je fasse 3 fois en fait. Une baisse de la biodiversité du sol engendre l'augmentation de la survie de pathogènes exogènes qui sont opportunistes, et donc il y a une baisse de cet effet barrière. Là on parle de pathogènes humains, on peut parler de pathogènes végétaux, de pathogènes animaux, et bien sûr le but peut-être au final c'est de jouer sur cet effet barrière pour limiter les dégâts sur les cultures, et justement peut-être à un moment réduire aussi les phytos par rapport à en fait on a une barrière qui est bien active. Troisième démonstration, qui est un peu plus imagée. On a fait pousser des plantes sur ces sols. Alors là, on a pris le sol qui a une diversité élevée, et puis le sol qui a une diversité faible, qui était aux alentours des moins 30% d'espèces. On a fait pousser de la luzerne, parce que c'est une plante facile à faire pousser en serre. On a fait ça aussi avec du blé, on a un résultat un peu similaire. Et ce que l'on voit, c'est que entre ces deux sols, la luzerne qui est dans le sol avec la biodiversité élevée a un développement foliaire sur 4 semaines
qui est beaucoup plus important, un développement végétatif qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus important que la luzerne, ça c'est du phénotypage en termes de surface foliaire, que la luzerne qui a poussé dans un sol qui a une biodiversité faible. On n'avait pas mis dans enfin, solution multiple NPK, on a quand même fait la manip en disant on va mettre, il n'y a pas de système limitant, on met du NPK à la dose classique, on voit qu'on change les échelles, on est 10 fois plus important en termes de surface foliaire, mais on garde cette différence. C'est-à-dire que même si on rajoute de l'engrais, on ne compense pas la différence de biodiversité par rapport au développement de la plante. Je ne pourrais pas vous dire exactement les processus qui se cachent derrière, mais sûrement des processus de facilitation des bactéries au niveau de la racine, par rapport à l'assimilation de la plante en termes d'éléments minéraux, par rapport aussi à l'eau. On est dans les conditions optimum pour la plante. En tout cas, il y a une différence de croissance, même avec un engrais où il n'y a aucun autre facteur limitant. Et bien, la biodiversité devient un facteur limitant. C'est-à-dire que le sol n'est pas une matrice linéaire sur lequel tout marche à partir du moment où on a un engrais, une plante, et ça pousse. Si on met aussi de la vie, ça pousse encore mieux. Après, on pourrait voir aussi la vigueur de la plante, des choses comme ça. On a les mêmes résultats sur du blé. Alors, le blé, on l'a amené jusqu'à 6 semaines. On n'est pas allé au bout. Ce qui serait intéressant avec le blé, c'est de voir aussi sur la mise en grain, sur la qualité de la farine, ce que ça pourrait donner par rapport à ces différences de biodiversité. Donc une baisse de la biodiversité du sol entraîne une baisse de la production végétale. Et enfin, dernier essai, qui est peut-être le plus marquant, on a regardé la stabilité structurale. Donc on a pris 3 sols, enfin ces trois mêmes sols avec des niveaux de diversité différents. Et on a regardé un test tout bête qui s'appelle le stack test, d'ailleurs il y a une faute, c'est pas CK, c'est KE. Stack test, c'est tout simplement un test de désagrégation des modes dans l'eau qu'on peut faire même au terrain. Maintenant, il y a une petite association qui s'appelle Vert Carbone qui vend des piluliers pour faire ça, si vous voulez comparer des modes entre des parcelles ou au sein d'une même parcelle. Et donc là, j'ai besoin de vous. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, là, c'est une petite vidéo, donc en live. Hop là, non. Il faut mettre la vidéo derrière. Voilà. Donc vous avez, en fait, le stack test, c'est 4 piluliers dans lequel vous mettez une mode, c'est une mode de 2-3 cm. Et là aussi, je le mets là. Et en fait, vous allez l'immerger dans l'eau, et puis le test dure à peu près 4-5 minutes, donc on va accélérer. Et le but, donc vous avez une mode du sol avec la diversité élevée, la diversité moyenne, j'ai perdu 30% d'espèces, faible, 50%, et puis on a mis aussi, pour voir, une mode stérile, où il n'y a plus du tout de vie. Et en fait, le but, c'est de regarder, c'est tout simplement un temps de désagrégation de la mode dans l'eau, et de voir s'il y a des modes qui réagissent, ou qui résistent mieux à la désagrégation dans l'eau. Bah, c'est assez flagrant, c'est-à-dire qu'on voit que, je ne sais plus à combien de temps on est, au bout de 30 secondes, le sol stérile il est presque totalement désagrégé. Celui qui a une diversité faible, qui a perdu 50% de ses espèces, et ben, il commence à se désagréger fortement. Et puis moyenne et élevée continue de résister un petit peu à l'eau. Si on accélère un petit peu, hein, je ne peux pas accélérer un petit peu, mais voilà, pas durer 5 minutes. Parce que, encore, on va se mettre carrément au dernier tiers. Voilà. On voit que là, le processus se continue et que la diversité élevée continue de résister à la désagrégation dans l'eau. Alors ça, c'est un peu un mimétisme d'une forte pluie. Quand le sol, parce qu'on met des modes sèches, voilà, vous avez un sol qui est sec, une forte pluie qui arrive. Là, si vous avez une mauvaise biodiversité dans votre sol, et que vous êtes un petit peu en pente, vous avez un phénomène d'érosion et d'estivage à ce niveau-là. Alors que si vous avez une biodiversité qui est relativement élevée, votre mode reste intègre. Et puis même le test ultime, si on avance encore un petit peu, c'est carrément de secouer un petit peu tout ça, quelque chose d'assez violent, et de voir ce qui reste. Et quand on secoue, alors là on est vraiment agressif, hein, il reste que la mode, enfin un bout de mode, hein, pas toute la mode non plus, hein, il reste 30% de la mode qui avait une diversité. Donc, tout ça pour dire que la biodiversité est aussi synonyme de stabilité structurelle. On parle beaucoup de vers de terre qui structure le sol, qui augmente la porosité, si on a mis la matière organique, les micro-organismes aussi sont fortement impliqués dans cette stabilité structurelle. Voilà, donc en résumé, en fait, pour tout vous dire, voilà, donc si je résume, une perte globalement de 30%, si on prend le premier niveau de dilution, une perte de 30% de la diversité microbienne du sol entraîne une perte de 40% de sa minéralisation de matière organique, de 50% de la productivité végétale, sur certaines espèces, on n'a pas tout testé, 50% de la stabilité structurale, ce qui n'est pas négligeable, et augmente d'un facteur 3, même des fois 5, le temps de survie des pathogènes exogènes. Voilà. Donc, il y a des notions de fertilité biologique, il y a des notions de fertilité physique, hein, par rapport à la structure du sol, l'enracinement, et puis il y a des notions aussi d'état sanitaire. Bon, j'en ai fini avec mes petites démonstrations pour vous convaincre, mais je pense que vous êtes convaincus que la biodiversité du sol, la biologie du sol, c'est des paramètres très importants parce qu'ils portent des fonctions d'intérêt, et que si on altère cette biodiversité, on va altérer ses fonctions. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment on fait pour analyser ces micro-organismes dans le sol, quels sont nos outils. Je ne vais pas rentrer dans la cuisine, hein, je vous rassure. Historiquement, quand on étudiait les micro-organismes, les Pasteur, c'est un petit peu milieu, on les observait par microscopie, ou on les mettait en culture sur des boîtes de pétri. Ça, c'est un petit peu obsolète. Pourquoi? Parce qu'avec ces techniques-là, on n'est pas capable de reconnaître toutes les bactéries et les champignons, et on n'est pas capable
les mettre en culture, avec 1% qui va pousser sur ces milieux synthétiques. Et donc depuis une vingtaine d'années, on est passé sur une autre stratégie qui n'est pas d'isoler ou d'observer des individus, mais qui est plutôt d'isoler leurs marqueurs génétiques, un petit peu comme en médecine, on fait beaucoup de thérapie génique. Et bien au niveau du sol, c'est pareil, pas de la thérapie génique, mais on va chercher l'ADN, parce qu'avec cet ADN, aujourd'hui, on est capable d'en extraire 80-90%. Donc on est capable d'avoir une vision presque exhaustive de tous les micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Et donc, depuis 20 ans, et c'est toujours en veille technologique, on extrait l'ADN, on améliore ses protocoles, et puis après, cet ADN, il faut le travailler, il faut le faire parler. Et là, on a différents outils. Soit on le quantifie, tout simplement, on quantifie l'ADN que l'on extrait, et on part du principe, mais on l'a démontré, que plus on extrait d'ADN, plus il y a d'organismes vivants dans le sol qui portent cet ADN. Et c'est ce qu'on appelle la biomasse moléculaire microbienne. Certains d'entre vous connaissent sûrement la biomasse microbienne par fumigation-extraction, qui est un indicateur qui existe depuis une vingtaine d'années. Et ben on l'a revisité d'un point de vue moléculaire avec la quantité d'ADN qu'on est capable d'extraire, c'est la biomasse moléculaire. Et puis quelque chose d'un peu plus puissant, on va séquencer cet ADN et on va avoir accès justement à toute cette diversité de bactéries et de champignons et on va pouvoir donner véritablement des indices de biodiversité, chose qu'on ne savait pas encore faire il y a 4-5 ans. Je vais démontrer aussi... Voilà. Ça, pourquoi on fait du séquençage? Ça, c'est le coût de séquençage du génome humain. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que dans les années 2000, séquencer un génome humain, c'était 100 millions de dollars. C'était un consortium international. En France, avec le Génoscope, on a fait un ou deux chromosomes. Aujourd'hui, en 2015, c'est 2000 dollars. Et 2000 euros. C'est un peu plus que 2000 dollars. C'est-à-dire que chacun peut faire séquencer son génome humain à partir du moment où on veut voir ses dérives génétiques, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu une chute énorme du prix du séquençage qui fait qu'on a accédé à ces outils, que maintenant on est capable d'utiliser ces outils pour véritablement faire une université génétique. Si le soleil se lève en plus, plus bas. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'arriver jusqu'à des notions de séquençage haut débit qui nous permettent d'aborder la diversité des micro-organismes dans le sol. Donc à partir du moment où on est équipé de ces outils, alors on a travaillé sur plein de sites expérimentaux, sur plein de zones, dans des fermes XP, dans des sites INRA, même chez des instituts techniques, etc. Mais on avait un projet qui nous tenait à cœur, et en France on a une opportunité, c'est d'avoir le réseau de mesure de la qualité des sols. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau de mesure de la qualité des sols. C'est un réseau d'échantillonnage de 2200 sols à l'échelle de la France, selon une grille systématique qui est dessinée là, avec des carrés de 16 km. C'est-à-dire qu'on a des petits carrés de 16 km, répartis de façon systématique. Et au centre de chacun de ces carrés, on va échantillonner un sol. Et à la base, ce réseau de mesure de la qualité des sols, il était plutôt géré par des pédologues. Et on avait une caractérisation des modes d'usage, on avait une caractérisation de la pédo, de la texture, du pH, du taux de carbone, des polluants, etc. Mais il n'y avait rien en termes de qualité biologique. Alors pour échantillonner ces 2200 sites, souvent les champs d'agriculture étaient mobilisés au niveau départemental pour faire ces échantillonnages-là. Pour échantillonner ces 2200 sites, il a fallu à peu près 10 ans, entre 2002 et 2010. Et nous, on est arrivé en 2006 avec nos outils moléculaires, notamment d'extraction d'ADN, de séquençage, et on a récupéré ces sols avec l'objectif de faire des cartographies nationales des micro-organismes en termes d'abondance et en termes de diversité. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà, ici vous avez la carte de biomasse moléculaire, c'est-à-dire la carte d'abondance des micro-organismes dans le sol. Alors ce sont des cartes assez grossières, parce que le maillage d'échantillonnage est assez grossier, non pas à une finesse. Mais on peut voir qu'on a, voilà, les zones en rouge sont des zones chaudes où il y a beaucoup de biomasse, les zones en bleu sont des zones où il y a moins de biomasse en relatif par rapport au rouge. On peut voir qu'on a une distribution hétérogène, mais qu'elle est structurée spatialement et que donc on a des paramètres de l'environnement qui font qu'à des endroits on a beaucoup de biomasse et à d'autres endroits on a moins de biomasse. Et si on regarde ces paramètres, eh ben, on peut voir d'abord ce type de sol, après c'est le mode d'usage et on n'a pas du tout d'influence du climat. Ça c'était un petit peu un scoop pour nous, c'est qu'il n'y a absolument pas d'influence du climat sur l'abondance des micro-organismes et notamment bactéries et champignons. Et après, si on regarde un peu plus en détail le type de sol, on peut voir que dans les sols à pH alcalin avec une texture fine et puis pas mal de carbone, on a un peu plus de micro-organismes. Ça, c'est pas un scoop, on le savait déjà. Et puis, si on regarde les modes d'usage, on peut voir qu'il y a une forme de décroissance entre prairies, forêts, culture et vignes, c'est-à-dire que plus on va vers un système agricole, qui perturbe un petit peu la qualité du sol, plus on perd des micro-organismes. On a beaucoup de micro-organismes en forêt et en prairie, et on en a beaucoup moins en culture et encore moins en vignes et vergers. Alors ça, c'est pas aberrant par rapport à certaines pratiques, notamment en vigne. En vigne, on met beaucoup d'antifongiques. Les antifongiques, ça tue les champignons, pas que d'ailleurs. Et donc ça baisse la biomasse. On est très peu emmerdé en vigne. On fait beaucoup de travail du sol en vigne, même si on vous dit j'en ai un an sur deux, etc. Il y a énormément de travail du sol. Et tout ça, c'est des paramètres qui vont casser la maison des micro-organismes et donc altérer la quantité de ces micro-organismes.
Ça, c'est la carte d'abondance des micro-organismes, ce qu'on appelle la biomasse moléculaire. On a fait aussi la carte de la diversité, notamment des bactéries. On n'a pas encore les champignons, mais plutôt des bactéries. Et vous voyez, si vous regardez cette carte et que je remets l'autre, alors j'ai un jeu, j'espère que ça va marcher. Voilà. Ça, c'est la carte de la biomasse. Et ça, c'est la carte de la diversité. C'est pas les mêmes cartes. C'est pas du tout les mêmes cartes. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez beaucoup de micro-organismes dans un sol qui sont obligatoirement bien biodiversifiés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'espèces. Vous pouvez avoir beaucoup de biomasse, peu d'espèces. Vous pouvez avoir beaucoup de biomasse, beaucoup d'espèces. Et puis vous pouvez avoir peu de biomasse et beaucoup d'espèces. Voilà. Il n'y a absolument pas de relation entre la biomasse et la biodiversité des micro-organismes. C'est vrai pour la plupart des organismes, mais c'est important de le préciser. Et là, pareil, on a refait un peu la hiérarchie parce qu'on a des zones avec beaucoup de diversité, des zones avec peu de biodiversité. On voit que d'abord on a un effet du type de sol, mais que tout de suite derrière on a un effet là aussi du mode d'usage, et que là encore, sur la biodiversité, on n'a pas d'effet du climat. Donc le climat, la température, les précipitations, le changement climatique, les bactéries, les champignons, c'est grossier, mais ils s'en cognent un petit peu. Et le sol est un environnement tamponné, c'est-à-dire que si on augmente de quelques degrés les bactéries et les champignons, c'est pas ça qui va les perturber. Ça va perturber le végétal au-dessus, et donc indirectement ça peut les affecter, mais directement ça va pas les affecter. Si on regarde en termes de type de sol, là, on a des choses qui sont un peu surprenantes, enfin pas surprenantes, mais c'est dans les sols sableux et non pas dans les sols limoneux. Voilà. C'est quand on a des teneurs en sable un peu plus élevées et puis des pH un peu plus alcalins qu'on a plus de biodiversité. Voilà. Donc c'est pas dans les sols limonaux, qui sont généralement, ou limono-argileux, des sols, des bonnes terres agricoles, qu'on a obligatoirement, naturellement, le plus de biodiversité microbienne. Et puis quand on regarde encore plus surprenant les modes d'usage et leur hiérarchie par rapport à l'influence, et ben c'est dans les systèmes agricoles où on a plus de diversité bactérienne. C'est dans les vignes et les vergers, c'est dans les grandes cultures où on a plus de diversité bactérienne, et c'est dans les prairies et les forêts où on a le moins de diversité bactérienne. Alors ça, c'était vraiment un scoop. Parce qu'en écologie, on a toujours tendance à dire que c'est les écosystèmes naturels, que la biodiversité est au maximum, etc. Et ben non, c'est dans les écosystèmes agricoles qu'on a le plus de biodiversité. Alors on essaie quand même d'expliquer cette différence de biodiversité entre les modes d'usage. Et pour ceci, on prend une hypothèse aussi écologique qu'on appelle la loi de la perturbation intermédiaire. C'est un peu barbare, mais c'est assez simple. Ici, vous avez un niveau de stress. Ici, il est faible, ici, il est fort. Et puis, une importance, un niveau de diversité. Donc, on peut voir que vous avez une courbe gaussienne, c'est-à-dire que quand vous avez un stress qui est faible, vous avez peu de biodiversité. Et quand vous avez un stress qui est fort, vous avez peu de biodiversité. Pourquoi? Parce que quand j'ai un stress qui est fort, par exemple, je mets une grosse contamination en métaux lourds, ben je tue les populations sensibles. Je fais une sélection par un paramètre qui est délétère. Si j'ai au contraire une très faible perturbation, et ben j'ai des opportunistes, comme tout le temps, qui vont se multiplier et qui vont supplanter les moins opportunistes. Donc j'ai pas d'équilibre et j'ai une perte de biodiversité. Et au milieu, j'ai un petit peu de perturbation, mais pas trop, et ben ça équilibre toutes les interactions entre les bactéries. Et les opportunistes ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Il n'y a pas une forte perturbation pour faire une sélection des populations sensibles. Et c'est là où j'ai le maximum de diversité. Et si on positionne nos modes d'usage, et ben c'est comme ça qu'on explique que les vignes, vergers et les grandes cultures sont en fait des perturbations intermédiaires pour le sol. Ce ne sont pas des perturbations fortes, ce ne sont pas des perturbations faibles, ce sont des perturbations intermédiaires, en comparaison de la prairie et de la forêt, qui elles sont des perturbations faibles. Donc, moins de biodiversité par rapport à des systèmes agricoles qui ont des perturbations intermédiaires. Et ça, c'est relativement appréciatif, parce qu'on aurait pu positionner les vignes et les grandes cultures à ce niveau-là en perturbations fortes, et ben, elles sont considérées, notamment par les bactéries, comme des perturbations intermédiaires. Et donc, on a plus de diversité. On va créer de la diversité dans ces perturbations. Alors, c'est bien beau l'indice de diversité, j'ai beaucoup d'espèces, mais maintenant il faut aller un peu plus finement là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre un indice de diversité comme un indicateur ultime, il faut un peu décrypter ce qui se cache derrière. Et on a deux façons de regarder la qualité en fait, de cette diversité. On va regarder d'abord les espèces qui sont présentes, est-ce qu'elles sont bénéfiques, est-ce qu'elles sont néfastes, et puis on va regarder les réseaux. Alors vous avez mis Facebook, Twitter, etc. Parce que, en fait, grâce à ces réseaux sociaux, on a revisité des stratégies mathématiques pour regarder, pas comment les bactéries ont des réseaux sociaux, là, on appelle ça de la bactériosociologie, mais comment elles sont interconnectées les unes avec les autres dans une communauté. Et en fait, ces réseaux, c'est ce qu'on appelle des réseaux d'interaction. Voilà. Hop, 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 on va y arriver. Voilà, hop, le problème c'est qu'on est plus trop. Voilà. Ça, c'est le réseau. Alors, les ronds, ce sont des espèces bactériennes, peu importe les noms, hein, c'est des noms latins. Et puis les traits, les tableaux à fil, comme on faisait quand on était gamin avec des clous, ce sont les interactions. C'est-à-dire que quand j'ai un trait entre deux ronds, c'est que la bactérie 29 et 18, peu importe son nom, elles sont en interaction, et si le trait est vert, elles sont en interaction positive.
Et si le trait est rouge, elles sont en interaction négative, c'est-à-dire qu'elles sont antagonistes. Et ainsi, on fait un réseau d'interaction. Ça, c'est le réseau du RMQS total, c'est-à-dire de tous les sols du RMQS avec toutes les bactéries. Ça a juste un intérêt de vous montrer que c'est très compliqué et que c'est même un peu confus. Après, on a décliné ces réseaux en fonction des modes d'usage, parce que le but, c'était de regarder ce qu'il y avait dans les différents modes d'usage. Et je vous rappelle qu'il y a plus de diversité bactérienne en vigne et en grande culture qu'en prairie et en forêt. Et si on regarde le réseau, alors voilà le réseau de sous-forêt, un réseau relativement complexe, assez connecté. Voilà sous-prairie, voilà. Donc il est encore complexe, mais il est un peu moins complexe. On voit qu'il commence un petit peu à s'élargir, à perdre des liens. Voilà ce qui est sous grande culture. Voilà, sous grande culture, on est encore un peu moins complexe et on commence à s'étirer, c'est-à-dire qu'on a des systèmes satellitaires qui sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire des bactéries qui s'isolent, qui sont moins connectées par rapport à un réseau comme celui-là, où elles sont toutes connectées, et puis voilà ce que l'on a en ligne. En fait, on va crescendo vers une déconnexion du réseau, c'est-à-dire vers des populations qui n'interagissent plus avec les autres. Et en quoi c'est important que ces populations interagissent? Quand vous voulez répondre à des grandes fonctions, comme dégrader la matière organique, la minéraliser, la structure du sol, c'est pas une bactérie qui va travailler toute seule dans son coin, c'est toute la communauté qui va travailler en interaction. Et si vous perdez ces interactions, même si vous avez plus de diversité, en fait ça ne va pas fonctionner. Le fonctionnement biologique du système ne va pas marcher. Donc ces réseaux, c'est une façon un petit peu de raciner, de rationaliser le fait de dire que je crée de la diversité en grande culture, c'est super parce que je mets de la perturbation, et notamment on verrait que c'est le labour qui crée de la diversité. En fait, quand on regarde les réseaux, elle n'est pas bonne cette diversité parce qu'elle n'est pas interconnectée. Elle n'est pas en interaction. Donc ça, c'est une première façon d'analyser la qualité de la diversité. Hop là. Lâchez-moi, en fait, ouais, c'est le diapo. Ah voilà. Bon, ça c'est ce que j'ai dit. Et puis après, il y a d'aller regarder dans les différentes espèces, donc on est capable. Maintenant, on connaît de plus en plus, encore toutes, bien sûr, mais ces différentes espèces, on est capable de leur donner un nom, et puis on connaît aussi un petit peu leur fonction. Déjà, globalement, si elles sont pathogènes, si elles sont symbiotiques, ou si elles sont capables plutôt de dégrader la matière organique de façon libre, ce qu'on appelle saprophyte. Et voilà ce qu'on a fait après aussi derrière les différents modes d'usage. On a essayé de classer notre communauté en fonction de ces fonctions. Je suis désolé, mais bon. Voilà. Alors ça, je vais passer là-dessus, peu importe. Donc je reprends culture, prairie et forêt. On n'a pas fait les lignes parce qu'on avait quand même peu de sol. C'était pas très robuste par rapport. Et puis on a essayé de regarder combien on avait de saprophytes en pourcentage, combien on avait de symbiotiques. Donc les symbiotiques, c'est ceux qui rentrent en symbiose avec la plante et qui amènent de la fertilité. Et puis combien on avait de pathogènes. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que quand on regarde forêt, prairie et culture, eh ben, on a plus de diversité dans la culture, mais on perd des saprophytes. Donc ceux qui vont être capables de minéraliser la matière organique, de faire cette fameuse fertilité biologique. Au niveau des symbiotiques, on est un petit peu équilibré, il n'y a pas trop de différence. Par contre, chose un petit peu inquiétante, c'est que de forêt à prairie à culture, on augmente significativement le taux de pathogènes. C'est-à-dire que cette perturbation, non seulement elle augmente la diversité, mais elle augmente la diversité des pathogènes. C'est-à-dire qu'elle va stimuler des bactéries opportunistes qui sont généralement pathogènes dans leur processus évolutif. Donc non seulement mes bactéries, et ça va bien avec les réseaux déconnectés, parce qu'un pathogène opportuniste, justement, il travaille seul. Il ne travaille pas avec ses petits copains, il s'en fout des petits copains. Il est là pour aller sur son hôte, le désinguer, et après, voilà, il a fait son cycle et il recommence ailleurs. Et donc, on a une écologie de votre sol qui est en train d'évoluer. Et si on se limite à l'indice de diversité, on dit c'est super, je travaille super bien. Mais en fait, derrière cet indice, alors ça ne veut pas dire qu'un indice de diversité supérieur est toujours mauvais. Hein. Des fois, on augmente les bactéries bénéfiques et tout, il faut analyser ça. Mais derrière, il faut avoir d'autres indicateurs qui vous permettent d'interpréter en fait la qualité de votre diversité. Alors, justement, en parlant d'indicateurs, jusqu'à combien? 2 minutes. Et il me reste 70 diapos. Et il me reste pas mal. Je vous remets cette carte parce que, pour vous dire, voilà, je vous ai montré les résultats de la recherche. Vous voyez qu'il y a quand même des applications pour les productions agricoles, mais surtout ces indicateurs, ces outils, biomasse moléculaire, diversité. Les réseaux, ce n'est pas encore le cas, et l'indice de pathogène non plus, mais parce qu'on y travaille, ils ne sont pas stabilisés. On en fait des indicateurs. C'est-à-dire que c'est des outils au début de recherche qui nous servent à faire de la production de connaissances, à améliorer notre expertise, mais on en fait des indicateurs parce que les méthodes sont standardisées, mais surtout parce qu'on a des référentiels d'interprétation. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la France, on a toute la biomasse et toute la diversité bactérienne, donc on a un véritable référentiel d'interprétation. Et on est capable aujourd'hui, avec un jeu de modèles mathématiques, de vous donner pour un type de sol, avec sa physico-chimie, une valeur de référence de la biomasse et de la biodiversité. Et après, ça c'est une valeur théorique, c'est-à-dire vous nous donnez la texture, le pH, le carbone, etc. Et on vous donne la valeur de référence que vous devez avoir dans votre sol par rapport à toutes les valeurs qu'on avait moyennées à lire. Alors c'est pas une moyenne, c'est plus compliqué que ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que
Une fois que vous avez cette valeur de référence, après vous faites la valeur mesurée. Et la valeur mesurée, vous la positionnez par rapport à cette valeur de référence. Donc soit elle est au-dessus, et vous avez un itinéraire technique qui va stimuler votre indicateur, que ce soit de la biomasse ou de la biologie, soit il est en dessous, et là vous avez plutôt un itinéraire technique ou un mode d'usage qui va altérer cette biomasse et cette biodiversité microbienne. Et ça c'est assez intéressant parce que par exemple, vous faites très rapidement un paysage agricole de 12 km², donc là on vient à une échelle un peu plus de l'agriculture, avec des différenciations en travail du sol, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a fait carrément le diagnostic à l'échelle de ce paysage. Hop là, j'ai vendu la mèche sur l'agriculture biologique. Vous avez ici le curseur, avec la valeur de référence, toutes les parcelles sont positionnées sur le même curseur. Ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une majorité des parcelles qui sont dans le vert. Donc voilà, les sols agricoles ne sont pas morts en France, et loin de là. Mais il y en a qui sont en très bonne vie biologique, notamment avec beaucoup de biomasse microbienne et beaucoup de diversité bactérienne. Et puis il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. On est sur 12 km², on a une centaine de parcelles différentes. Voilà. Et puis il y en a qui sont entre une valeur de référence et un seuil critique. Ce seuil critique, c'est les 30% de perte de diversité, au-delà duquel on voyait qu'on avait vraiment des pertes de fonction, c'était une structurale, une reste de la matière organique. Donc voilà, le diagnostic, il n'est pas si négatif que ça, et aussi bien en termes de biomasse moléculaire qu'en termes de diversité. Et si je positionne les bios, voilà, on parle beaucoup de culture biologique, ben les bios, ils ne sont pas toujours les meilleurs, loin de là. Pourquoi? Parce que les bios, ils font pas mal de travail du sol, notamment pour désherber mécaniquement. Et le travail du sol, je l'ai dit, ça altère la biomasse et ça peut être aussi un peu compliqué pour la biodiversité. Donc les bios, pour la biologie du sol, sont encore perfectibles. Est-ce qu'il faut le marier avec l'agriculture de conservation? On a vu des essais ce matin. Je pense que l'avenir est là aussi, avec ma vision d'écologue du sol. C'est-à-dire que si on limite le travail du sol, si on améliore la couverture végétale, et si on réduit les phytos, on a tout gagné. En tout cas pour les micro-organismes du sol, pour les vers de terre, etc. Après, la valeur économique, etc., c'est un autre problème que je ne considère pas, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais en termes de biologie du sol, le Graal, il est là. Il me reste rien. Bon, j'avais plein d'autres choses à vous montrer, mais justement sur des essais de travail du sol, mais en fait ça reprend un petit peu ce que j'ai montré à l'échelle de la France. Je vous confirme quand même, très rapidement, que voilà, ici vous avez une parcelle, c'est la biomasse moléculaire microbienne, c'est un ester Valis qui avait 20 ans. Vous avez une parcelle qui est en travail en labour classique sans interculture. C'est la même parcelle en labour classique avec des intercultures, et là on augmente la biomasse. Rien que de mettre des intercultures, on augmente la biomasse. Ici c'est la parcelle en semi-direct, sans interculture. Donc on est supérieur par rapport à celle du labour, mais on peut encore améliorer si on fait du semi-direct avec des intercultures, on augmente encore la biomasse par rapport à ça. Donc on est encore améliorant à ce niveau-là. Et puis dernière diapo. Hop là. J'ai perdu aussi un max de temps à passer les diapos. Ça devrait décompter, ça commence. Voilà. Ça, voilà. Hop là. Juste là. Voilà. Ça, voilà, c'est le labour versus semi-direct, c'est ce même site XP d'Arvalis. On voit bien que quand on est en labour, pour la diversité des bactéries, on est supérieur par rapport au semi-direct, parce que ce labour, à l'échelle de la France, on n'avait pas vraiment identifié la pratique ou l'itinéraire technique qui était problématique et qui crée de la mauvaise diversité. Mais en fait, il se trouve que c'est quand même pas mal le labour qui crée de la diversité bactérienne, parce que ça les excite, ça les remobilise. Et elles font, par contre, ça fait chuter énormément la diversité des champignons, parce qu'on casse les habitats des champignons. Et si on analyse cette diversité, comme on l'a fait à l'échelle de la France, eh ben on stimule des pathogènes là-dedans. Mais là aussi, c'est-à-dire que non seulement on perd la diversité de champignons, mais en plus ceux qui restent, c'est les opportunistes. Donc là, on a tout faux, quoi, par rapport à ça. Et je veux finir juste sur un dernier truc, Virginie, parce que ce serait dommage de ne pas finir là-dessus. Je passe, ça c'est des essais matière organique. Mettez de la matière organique, mais elles ne sont pas toutes bonnes. Testez-le. C'est très local. Ce matin, on a fini là-dessus. Les amendements, il faut les tester. Oui, parce que votre type de sol ne va pas accepter avec la même facilité les différents types de matière organique, notamment par rapport à sa flore. C'est comme quand vous digérez, quand vous mangez une choucroute ou des épinards, vous ne la digérez pas de la même façon. Et ben c'est pareil pour la matière organique au niveau du sol. Je suis désolé des caricaturales, mais il y a la matière organique qui est plus ou moins adaptée à certains types de sol et à certains types de flore. Et un compost à un endroit sera bon et pas à un autre endroit. Ça, c'est un peu récapitulatif de l'impact de toutes les pratiques, mais je pense que mon diaporama sera disponible, donc vous pourrez y avoir accès. Et je voudrais finir sur Agrinov. Pas sur le projet, donc ça c'est un projet de sciences participative où on a travaillé directement avec les agriculteurs, mais surtout sur le bilan des indicateurs. Là, je vais mettre un quart d'heure à y aller. Encore sur les diapos loin. Voilà, on a fait des indicateurs de synthèse, où on n'avait pas que les... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça c'est l'état des sols en France agricole. Dans notre réseau Agrinov, il y avait 250 parcelles, c'est-à-dire que simplement 10% des parcelles sont dans le rouge, au niveau dépression biologique, c'est-à-dire on est mal au niveau microbio, on est mal au niveau vers de terre et on est mal au niveau des hématoses. Seulement 10%.
30% sont bien dans le vert. Par contre, il y a quand même à peu près 50%, voire un peu plus, qui sont dans l'orange. L'orange, c'est quoi? C'est pas super critique, mais il faut commencer à le surveiller. Parce que si l'orange devient rouge, c'est problématique, mais si l'orange devient vert, c'est l'objectif à atteindre. Voilà, donc les sols agricoles ne sont pas morts, loin de là. Il faut les surveiller pour certains, il faut améliorer les itinéraires techniques pour la plupart sont perfectibles, y compris l'agriculture bio. Là, je vous donne un point de vue de biologie du sol, attention, hein, pas d'agronome ou d'agriculteur. Donc on est dans un système appréciatif. Je ne suis pas là pour vous stigmatiser en vous disant attention, on fait tout mal, etc. Non, il y a de la biologie, elle est là, préservez-la pour l'utiliser. Voilà. Merci de votre attention. Désolé, j'ai été un peu rapide. Merci Violette. Est-ce que vous avez quelques questions? On a un petit temps. Je vais vous faire passer le micro. Bonjour. J'ai bien noté qu'avec une perte de biodiversité du sol, on diminue le rendement, la minéralisation, la digestion des pathogènes et la stabilité structurale. Très bien. Mais si en parallèle, on développe la biomasse microbienne, donc on a moins de diversité, mais plus de quantité de vie, est-ce que ça contrecarre un peu ça? Est-ce que la biomasse contrecarre la biodiversité? En fait, c'est une question hyper compliquée. Parce que, en fait, nous, dans nos systèmes, moi je ne suis pas agriculteur, j'accompagne les agriculteurs dans la transition, et en fait, on a tendance, si j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, à diminuer la diversité, mais à augmenter notre biomasse. On n'est pas bon. Ça dépend des systèmes. Mais en fait, voilà, est-ce que si on a une bonne biomasse, ça compense une mauvaise biodiversité ou inversement? C'est globalement ça la question. Alors, c'est pas aussi simple que ça. À un certain seuil, ça peut se compenser, mais en dessous d'un certain niveau de biodiversité, de toute façon, ce qui porte les fonctions, c'est la biodiversité. Mais il faut aussi un minimum d'individus qui la portent pour que cette fonction soit relativement active et qu'elle soit efficace à l'échelle du sol, notamment en termes de dégradation de la matière organique. Voilà. Donc les deux sont importants. Vous avez vu que les deux n'évoluent pas de la même façon. On a deux cartes de France qui sont différentes, hein, entre biomasse et biodiversité, ce n'est pas les mêmes paramètres. Et ce n'est pas les mêmes pratiques qui vont altérer l'un et l'autre. Voilà, des fois on a des paradoxes entre les deux. Donc en fait, il faut avoir les deux à un niveau de référence comme on est capable de le mettre aujourd'hui. C'est ça qui est important. Si vous avez une chute de biomasse, alors on a surtout focalisé sur la biodiversité pour les développements avec la fonction parce que c'était des grosses questions scientifiques. Mais si vous avez beaucoup de biodiversité et une toute petite biomasse, ça ne va pas tourner non plus. Parce que vous n'aurez pas assez d'individus pour que ce soit efficace à l'échelle de votre sol. Je vais vous donner juste un exemple par rapport à ça. En ce moment, on travaille sur des sols urbains. Je suis désolé, Virginie, pour le milieu, on travaille sur des sols urbains qu'on est en train de désimperméabiliser dans du béton depuis 50 ans, puis on a enlevé la couche à main. On trouve une diversité énorme en micro-organismes, mais presque pas de biomasse. C'est-à-dire qu'on a presque des individus uniques qui sont côte à côte, ce qui fait qu'on a un indice de diversité, mais qui casse la baraque. On n'en a jamais vu d'aussi important sur des sols agricoles ou même naturels. Par contre, presque pas de biomasse, et ça tourne pas. En fait. Mais on a une sorte de reliquat de biodiversité qui est là. Après, maintenant, il faut le revivifier. C'est ça qui est important. D'abord de la biomasse et ensuite de la diversité. Non, je dirais plutôt l'inverse. Parce que c'est plus facile de faire multiplier des individus qui sont déjà là, plutôt que créer de la diversité qui a disparu. Donc d'abord on fait du cycle direct, après on condition. Après, ça vous traduisez comme vous voulez dans le l'école. Une question là-bas? Bonjour. On parle d'équilibre qui fonctionne bien quand il y a biomasse et diversité. Est-ce qu'il peut y avoir des équilibres qui fonctionnent moyennement bien ou mieux que d'autres? Et est-ce qu'on peut influencer cette vie biologique? Voilà, je pense notamment à l'utilisation de M. De micro-organismes efficaces. Ah, la vraie question des stimulants, des biostimulants. Alors, ça c'est bon. Je vais vous donner une réponse pas de normand, mais d'écologue, pas loin des fois. Est-ce qu'il faut rajouter des micro-organismes dans un sol quand on en a plus? C'est ça globalement la question. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses ou pas, ou avant évoluer dans un sens où qui serait le plus bénéfique. Mais quand vous dites EM, moi je pense notamment à orienter la décomposition des matières organiques fraîches pour est-ce qu'en orienter vers de l'huile sociale, on peut faire évoluer le système? Voilà. Oui, tout à fait. Après, j'en discutais à table, il y a plein de types de matières organiques différentes, avec des C sur N différents, avec des taux d'azote assimilables, une certaine récalcitrance de la matière organique ou du carbone en fonction de son degré de maturation ou même de son origine. Je vais vous donner un petit exemple à Épernay. Donc, on est dans les vignes, on n'est pas dans la grande culture. On avait un groupe Agrinov en participatif et on était sur des C sur N de 24 dans le sol. On se
se demandait ce qu'ils faisaient, et en fait ils mettaient des écorces de résineux depuis 20 ou 30 ans pour faire rouler, parce que ça empêchait l'enjambeur de glisser. Il n'y avait pas du tout de réalité agronomique derrière, hein, c'était juste pour améliorer le roulement des enjambeurs. Et donc on avait des taux de carbone à 8-9%, 9% c'est bien, sauf que la biomasse elle était très basse, parce qu'en fait elle ne tournait pas là-dessus. Donc il faut se méfier d'une matière organique qui est trop compliquée à dégrader, d'une matière organique qui est trop simple à dégrader aussi, parce que si vous avez une matière organique qui est trop simple à dégrader, en fait vous allez exciter vos micro-organismes, ils vont tourner à fond comme un moteur qui s'arrête, ils ne vont pas faire de biomasse et en plus ils vont déstocker le carbone présent dans le sol, parce qu'il va falloir qu'ils mangent aussi à côté. Donc on peut arriver à réguler la biologie du sol avec des amendements organiques, mais il faut le tester. Je ne peux pas vous donner une recette miracle, c'était un peu sur les amendements organiques, je ne peux pas vous donner une recette miracle. En fait, chaque sol a son écologie, a son historique aussi, et donc il faut, et c'est pour ça que ces indicateurs sont intéressants, je ne les vends pas, hein, c'est pas moi qui vais avoir un business économique là-dessus, mais parce que en fait vous allez tester des matières organiques et vous allez voir comment réagit votre microbiologie du sol ou la globalité de votre biologie du sol par rapport à ces amendements organiques, et aussi comment ça réagit d'un point de vue agronomique, par rapport à la culture, par rapport à la fertilité. Donc oui, c'est un bras de levier la matière organique pour rééquilibrer les choses ou les déséquilibrer. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Et ça c'est très local. Parce que déjà les matières organiques sont souvent locales, c'est un sous-produit local, hein, enfin les matières font bien de loin. Mais, et votre flore aussi est locale. Et donc il faut arriver à combiner les deux. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a des bras de levier, mais en fait globalement, c'est là où je m'en défausse un peu, c'est à vous de les trouver au niveau local. Donc, je ne peux pas vous donner une solution générique à l'échelle nationale par rapport à ça. Je peux juste vous dire mettez de la matière organique. Mais pas n'importe quelle matière organique. Alors, une dernière question courte, avec une réponse courte. Et puis après. À propos justement du choix de la matière organique, vous avez dit attention, toutes les matières organiques ne conviennent pas pour tous les sols. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus là-dessus? Alors, si je peux permettre ma dépôt. En fait, c'est pas qu'elles ne conviennent pas, c'est que dans un sol, on a fait des essais sur des sites expérimentaux, une RAF, je crois, à la Colmar, même à l'île de la Réunion, parce qu'on voulait des systèmes tropicaux. En fait, on se rend compte que sur certains sites, c'est le compost. Alors, les composts ne sont pas toujours identiques, hein, mais qui va stimuler le plus l'abondance et la diversité microbienne. Et puis sur un autre site, ça va être des déchets verts ou des déchets d'ordures ménagères, parce que voilà, cette matière organique elle est plus adaptée à ce type de sol. Et ça, c'est la même conclusion que vous, c'est qu'il faut le tester localement. C'est-à-dire la matière organique que vous voulez utiliser, avec laquelle vous avez peut-être déjà des démonstrations agronomiques ou même des fois des a priori, il faut tester pour voir ce que ça donne sur la biologie du sol. Parce que si elle n'est pas bonne pour la biologie de votre sol, ou si elle ne stimule pas à son optimum la biologie de votre sol, ça ne sera pas durable par rapport à ça. Et c'est pareil pour les couverts. Enfin, bon, je ne rentre pas là-dedans, mais... et notamment les intercultures. Si vous mettez légumineuses, vous avez une matière organique qui est trop facile à dégrader. Si vous mettez moutarde, vous avez des systèmes assainissants avec des biocides, et c'est pas bon. Donc voilà, il y a aussi la même réflexion. Il y avait quand même une question prégnante là. La question est courte, peut-être que la réponse le sera moins. Non, on voit le développement des méthaniseurs et donc l'utilisation du digestat derrière avec du carbone moins soluble que dans nos matières organiques classiques. Quel est le devenir de toute cette vie du sol et comment quelle va être l'utilisation de ce carbone dans le réseau des bactéries et des champignons? Alors, c'est... Ouais, la réponse doit être courte. Alors, j'ai une réponse très courte, c'est qu'on n'a pas du tout encore étudié ça. Mais on a quand même quelques tendances. Par rapport à des choses qui sont très chargées en azote, qui sont un petit peu avec du carbone compliqué, qui sont dénuées, voilà. Et de toute façon, il faut en faire quelque chose, c'est ça. On est un petit peu dans le même concept qu'à l'époque des bouts de stations d'épuration ou des eaux usées qu'on mettait comme ça et puis on se met pas trop. Je vois des exemples un peu à droite à gauche parce que certains agriculteurs, notamment dernièrement dans le sud-ouest, m'interpellent, m'envoient des vidéos, pas sur les bactéries parce qu'on ne les voit pas encore en vidéo, le jour peut-être, mais sur des vers de terre, des choses comme ça, où il y a certains digestats qui sont mis à 4000 tonnes hectares. 4000 tonnes hectares parce que le préfet signe des arrêtés, alors on ne filme plus, c'est clair que ça. Le préfet signe des arrêtés parce qu'il faut en faire quelque chose. Et je pense qu'il n'y a aucun recul, en tout cas nous, en termes de biologie du sol ou d'agroécologie, il faut qu'on étudie ça. Il y a sûrement des choses à en faire, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va en faire d'autre, mais il faut rationaliser un petit peu tout ça. Bon, désolé, on va s'arrêter là parce que du coup il y a des ateliers qui sont terminés. Donc voilà, maintenant vous avez sur vos badges, soit sur des ateliers donc, qui sont tout de suite à l'étage.